sommes à nouveau sur un ferry ou un traversier en québécois français. Alors que nous pensions, ou plutôt... Alors que nous pensions que c'était une petite traversée, et bien finalement nous avons embarqué sur un ferry qui voyage pendant une semaine et qui fait tous ces ports, soit 7 ports entre Skagway et Bellingham dans l'état de Washington. C'est donc tout un périple que nous aurions pu faire sur ce bateau, mais pour notre part, nous allons de Skagway à Haines, soit un petit voyage d'1 heure. C'était pas simple pour grimper sur ce ferry. Une marche avant, une marche arrière, une marche avant, une marche arrière. Non, c'était très simple. Mais c'est incroyable le nombre de véhicules que tu peux mettre dans ces bâtiments. Allez, on vous emmène en haut pour aller voir le fjord. Il est venu temps de quitter Haines et son fjord. Hier, nous avons pu profiter d'une magnifique journée. Je pense qu'il a plu qu'une seule fois hier. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il a plu? Oui. Nous avons donc profité de cette journée pour faire un petit peu de ménage à l'intérieur, mais surtout la lessive qui était bienvenue. Nous sommes donc tranquilles pour les 3 mois qui viennent. Non, c'est pas vrai. 2 semaines. Ou 3, ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, nous allons repasser la frontière en direction du Canada, direction Haines Junction. Mais peut-être qu'on s'arrêtera avant, il y a plein de lacs. Un commentaire, Madame Oui, K? j'ai un commentaire à faire. Nous n'avons pas de Polar Step. Par contre, vous pouvez trouver le lien sur notre chaîne YouTube pour... Hein? Le lien. Non. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Nous n'avons pas de Polar Step. Par contre, nous avons un lien sur notre chaîne YouTube et sur d'autres réseaux d'ailleurs pour... Planificateur à contresens. Mais là, vous voyez notre trajet à peu près au jour le jour. Donc pour ceux qui éventuellement veulent savoir où nous sommes pour peut-être nous rencontrer, c'est là qu'il faut aller regarder. Et pourquoi nous n'utilisons pas Polar Steps? Eh bien, entre planificateur à contresens, Instagram, Facebook, YouTube, cela fait déjà assez de réseaux. Oui, c'est ça. Et puis autrement, si vous voulez savoir où nous sommes, Bah, vous eh ben, nous vous envoyez envoyez un petit message. Allez, on se revoit sur la route. Nous sommes au Chilkat Pass, soit à une altitude de 1070 mètres. C'est le col qui passe entre Haines et Haines Junction, qui se trouve à environ une 150aine de kilomètres d'ici. Et c'est pas chaud, hein? Bon, on cherche les ours, mais on ne voit pas. Et pourtant, on peut dire qu'il y a plein d'excréments On peut dire qu'il y a plein d'excréments sur cette route. Il n'y a que ça.
l'hiver. T'es pas obligé de me gueuler dans l'oreille. Il y a du vent. Un petit moment de pêche. Le spot est pas loin, juste à derrière. Allez, bonne pêche. Ça circule derrière. Oui, 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 nous avons quitté la Haines Highway pour nous retrouver sur la sur la Alaska Highway à Haines Junction. Maintenant, c'est direction Toc. Ah Non, ah non, non, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, direction Toc. Une petite promenade, on va pas dire randonnée, même si on prend les bâtons. Mais les bâtons, c'est pour faire peur à l'ours. Le Spruce Beetle Trail, soit une randonnée explicative sur le dendroctine, une petite bête qui mange les épinettes, comme ils l'appellent au Canada, ou les épicéas chez nous. Peut-être avez-vous déjà vu des forêts avec des arbres tout nus en plein été. Ce ne sont pas des arbres qui ont brûlé, mais simplement atteints par cette maladie. Selon certaines forêts, il y a entre 4 et 80% d'arbres qui sont touchés. On vous emmène avec nous. T'as pris la bombe à ours? La bombe à ours est là. Pourquoi ça? Dans le Yukon, il y a environ entre 6000 et 7000 grizzlies. Pas des ours noirs ou bruns, des grizzlies. Vous savez, ces gros machins là, tout costaud. Donc on ne sait jamais. Et puis, ta bombe à ours, c'est bien de l'acheter, mais c'est bien de savoir l'utiliser. Bon, j'avoue, je ne l'ai pas essayé, en tout cas pas sur Carole. Il faut d'abord enlever le petit glaigelet là de sécurité avant de partir. Parce que c'est pas au moment où le grizzly ou l'ours se trouve face à toi que tu vas commencer à... comment se fait. Ensuite, il y a la protection orange que tu enlèves. Et puis après, paf, contre le nounours. Combien de mètres? Au minimum 10 mètres. Puis aujourd'hui, il y a du vent. Donc si on croise un ours, on va lui dire de se tourner. Pour être... hors d'atteinte. Non. Pour que nous, on soit pas dans le vent. Parce qu'autrement, ce sera pas très utile. 2 km à pied, ça use, ça use. Chanter, c'est le meilleur moyen de ne pas surprendre le grizzly. Il paraît que la cloche, c'est moyen. Donc on va chanter tout le long. 2 km à pied, ça use les souliers. Ces saignées de sève sont la trace spécifique de l'attaque de ce parasite. Et un des seuls moyens de pouvoir le combattre, c'est le feu. Mais comme on a pu le voir dans l'état de Californie, en Oregon et dans l'état de Washington, c'est que l'être humain a tout fait pendant une certaine période pour interdire ou circonscrire les feux des forêts. Eh bien, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour la nature, comme on a pu le voir précédemment. C'est donc le feu qui permet de combattre ces parasites en brûlant tout ce qu'il y a autour. Et après, ça repousse gentiment, mais sûrement. Nous sommes dans le parc national de Kluane, qui est également une réserve. C'est là où on trouve la surface glaciaire la plus importante du monde. Après les pôles, il y a une craquée de glaciers, alors bien une craquée qui se compte en centaines de toute cette région-là. Un des seuls moyens pour le voir, c'est de faire des randonnées de 50 km au moins, du canoë ou l'avion, voire l'hélicoptère. C'est aussi dans ce parc que se trouve le mont Logan, le plus haut sommet du Canada.
Il culmine à 5959 mètres. Son massif fait une vingtaine de kilomètres de long. On pourrait y réunir à l'intérieur le mont Blanc, le Kilimandjaro ainsi que le mont Eger. C'est ici que l'on a rencontré les températures les plus froides, hormis celles des pôles, et oui, même plus qu'en Sibérie. Environ moins 72 ou moins 77 degrés, je confirmerai en mettant une petite note là en bas. Et même le froid n'atteint pas ces petites bestioles. Les adultes peuvent survivre jusqu'à moins 23 et les larves moins 32. Bah là, moi il fait pas chaud, je résiste pas. Et là-bas, il y a du ciel bleu. Faut en profiter, parce qu'on a remarqué ici que un après-midi de soleil, 3 jours de moche. Hier, on avait du beau. Donc là, ouais, hier après-midi. Hier après-midi. Donc on sait que les 3 prochains jours seront mauvais. Et puis au niveau température, eh ben là, on n'arrive même pas aux 2 chiffres. Hein. On est à 9 degrés. 9. Température ressentie 7 avec ce merveilleux vent qui te rafraîchit les oreilles. Au moins, il y a moins de moustiques. Oh, il n'y en a pas. Ils sont pas fous, eux. Ils sont à la maison. Ah, bah là, il y en a un, tu vois, tu viens de dire c'est pour ma pomme. Bon, allez. Ah, la Alaska Highway, une magnifique route, tout en bitume. Non, non, pas tout le long, car il y a des travaux pour entretenir celle-ci qui, comme nous l'avons déjà dit lorsque nous étions à Skagway, date de 1942. On va vous donner petit à petit quelques anecdotes au sujet de cette route. Sur les 22 000 soldats qui débarquèrent à Skagway, près de la moitié étaient des hommes de couleur qui n'avaient pas été envoyés sur le front. Mais ceci crée un certain contraste, si l'on peut dire ça comme ça, avec les habitants du Yukon, qui n'étaient à l'époque que 5000. Nous sommes sur le sentier d'interprétation du sommet du soldat. Bon, c'est compliqué tout ça. En fait, il s'agit d'une petite randonnée explicative sur les débuts de la construction de l'autoroute de l'Alaska en 1942. Le gouvernement américain, même si nous sommes au Canada, car ce sont bien les Américains qui ont construit cette route en traversant la Colombie-Britannique, le Yukon et l'Alaska, ils se sont inspirés des Premières Nations en suivant le chemin lorsqu'elles voyageaient à travers ces contrées. Et puis, vous pouvez le voir que ce matin, nous sommes habillés en conséquence avec des couches, des surcouches et des coucouches. Et puis, le soleil s'est levé. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein, parce que quand même, on sent qu'il fait un peu meilleur. On continue? Mes filles! Ils sont pas mûrs? Non! Lorsque nous étions à Skagway, nous vous avons indiqué que 11 000 Afro-Américains avaient débarqué dans cette ville pour construire la highway. À cette époque, la ségrégation existait encore, et celle-ci existait d'autant plus dans l'armée américaine, où les Afro-Américains et les Blancs étaient totalement séparés. Et ceci était traité d'une manière dont les Blancs ne l'étaient pas. De toute manière, les officiers n'en avaient rien à faire, si on peut dire ça ainsi, car ceux qui étaient mécontents pouvaient s'en aller, seulement ils n'avaient aucun endroit où aller. Car nous sommes perdus, d'autant plus en 1942, dans cette merveilleuse nature. Enfin, merveilleuse, tout est relatif. En été, les soldats étaient carrément bouffés par les mosquitos, soit les moustiques, et en hiver, il faisait pas moins de moins 40. La nourriture gelait dans les gamelles. Il fallait donc se dépêcher de manger. Et puis bien sûr, une multitude de soldats
souffrir d'engelures. Quant aux Premières Nations, leur mode de vie a totalement changé lorsque la route débarqua ici. Et oui, d'une vie nomade, de chasse, de cueillette, fut remplacée par une vie sédentaire en se positionnant au bord de la route afin de vendre notamment des vêtements ou toute autre chose fabriquée par les Premières Nations. Il y a pas mal cette vue sur le lac Kluane, du même nom du parc national. Lorsque tous ces soldats débarquèrent en 1942, il leur fut accordé, au même titre que les Premières Nations auparavant, le droit de chasser. Mais malheureusement, il y avait beaucoup trop de monde. Cette chasse fut donc intensive et beaucoup d'animaux, tels que les ours, les grizzlies ou les mouflons de dalle, furent tués. Le gouvernement canadien décida donc en 1943 d'interdire toute chasse, privant ainsi surtout les Premières Nations de leurs occupations habituelles. Et que faire sans viande ni rien? Parce que si vous ne pouvez pas chasser, cela veut dire que vous n'avez pas de viande, mais vous n'avez non plus pas de peau pour vous vêtir, faire des sacs ou autre chose. Ce n'est que 4 décennies plus tard, soit dans les années 80, que le droit fut réaccordé aux Premières Nations de chasser dans ces territoires. Nous sommes toujours sur la une. J'ai de la chance, c'est pas moi qui conduis. Parce qu'alors l'état de la route aujourd'hui. On dirait presque un retour au Mexique. Au Mexique, ouais. Le mauvais état de la route est dû au permafrost qui est atteint, d'où la déformation de la route avec des, on peut dire des vagues. Des vagues, des trous, des tacons, enfin bon bref. Donc parce qu'elle est parfois obligée d'aller sur la piste, voilà comme Manon, sur la piste de l'autre côté. Ouais, par contre, il y a beaucoup moins de camions qu'au Mexique. Ah oui. C'est plus facile d'aller sur la piste à gauche. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on a pas vu notre ours quotidien aujourd'hui. Ouais, ça va venir. Ça ne saurait tarder, on a encore le temps, hein, il n'est que 3h30. On a le temps de rouler puisque le soleil va ne se coucher que... à 11h56. Voilà. Demain presque. Oui, bah, il va se coucher demain quoi. Allez. Ouh. Nous avons quitté l'endroit où nous avons passé la nuit. Il n'y avait rien d'extraordinaire, si ce n'est que nous étions tout seuls et relativement éloignés de la route. Ce matin, c'est Carole qui s'y colle à la route abîmée par le dégel et le gel du permafrost. C'est agréable? Non. Bon allez, plus qu'une centaine de kilomètres, voire plus. Au contraire de la route qui de temps en temps est en gravier, de temps en temps avec des bosses et de temps à autre avec du bitume de d'une relative bonne qualité, le paysage quant à lui a changé. Nous nous trouvons maintenant au milieu d'une forêt d'épinettes. Mais alors ils sont tout petits. Enfin, ils sont pas bien grands quoi. Non mais plus on avance, plus ils deviennent petits. Nous approchons de Beaver Creek, qui est la dernière ville avant la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et oui, nous allons à nouveau entrer en Alaska. Les douanes canadiennes se trouvent à 3 km après cette ville, alors que les douanes américaines, 29 km plus loin. Il ne reste plus grand chose dans le frigo. Cette fois, on a fait attention.
Il nous reste 2 bananes. On verra si ça passe, ainsi que de la laitue en termes de fruits et légumes. Passage de la douane canadienne. Personne, ils ne contrôlent pas que tu sors. Nous sommes dans le No Man's Land entre les douanes canadiennes et américaines, soit une distance d'environ 30 km. C'est pas facile de filmer comme ça. Nous sommes. Alors Carole est déjà aux États-Unis. Ouais. Moi je suis encore au Canada. Ah non, t'es sur les deux? Oui, moi je suis sur les deux. Ah, bah, moi aussi alors. Ah voilà, attends. Qu'est-ce qu'on a l'air? Vous avez vu? On est en Alaska. Ah non! De nouveau en Alaska! J'étais trop petite, Carole. Ouh, c'est pas beau là-bas. Et vous savez pas quoi, vous savez pas la meilleure? À peine on passe la frontière, il commence à pleuvoir. Moi, je désespère. Je veux du soleil. Nous avons donc passé la frontière. C'est la 3e fois que nous entrons aux États-Unis depuis le mois de mars. Et cette fois-ci, d'autres questions. Alors, il y a toujours les questions relatives à la bump. Non, c'est pas ça. Il y a toujours les questions relatives à ce que nous avons acheté au Canada et que nous avons dans le frigo. Des tomates, des poivrons. Qu'y avait-il encore? Poulet, des œufs. Voilà. Le bois de feu. Le bois de feu. Alors cette fois-ci, nous étions préparés. Il n'y a rien de tout ça. Elle nous a également posé la question si nous avions un ESTA. Et non, c'était le visa. Cette fois-ci, on s'était préparé. Nous lui avons même indiqué la numéro de page. Par contre, une question surprise. Elle nous a demandé comment est-ce que nous faisons lorsque nous rentrons en Suisse. Soit si nous storons le véhicule ou si nous prêtions à des amis. C'était une première. Tu es en train de faire quoi là? J'essaie de prendre une photo du mousse qu'on voit avec le... C'est impossible. Carole a dit qu'il ne fallait pas s'arrêter trop longtemps. parce que quand tu t'arrêtes, Il y a des moustiques. Nous sommes à Tetlin National Wildlife Refuge, une aire au bord de la Alaska Highway, pleine de lacs, d'étangs, de rivières, donc de moustiques. Nous avons pu voir à travers la lunette un élan. D'ailleurs, regardez, désolé, hein, c'est pas terrible, on a fait ce qu'on pouvait. C'est le premier élan que l'on voit depuis que nous sommes revenus aux États-Unis. Derrière nous se trouvent des swans, soit des cygnes. Des cygnes trompettes. Il suffit de voir comment est leur bec. En fait, c'est pas la même chose que les cygnes en Europe, il n'y a pas le tubercule dessus. Non, ça Tout droit, c'est ouais. vraiment une trompette. Voilà. Et ils font le cri d'une trompette. Enfin, le cri, le son d'une trompette. Vas-y, fais voir. Non, je sais pas. Et qu'y a-t-il de spécial au Tetlin National Wildlife Refuge? Eh bien, c'est un haut lieu de migration. Des migrations d'oiseaux surtout, tels que ces cygnes qui redescendent jusque dans le sud. Mais il y a également plein d'autres bestioles qui volent. Et il y a eu les Premières Nations qui ont migré par là lorsqu'elles débarquèrent d'Asie en passant par la Béringie. Mais qu'est-ce donc que la Béringie? C'était à la fin d'une période glaciaire où les deux parties entre l'Alaska et la Russie étaient jointes par un bout de terre car les eaux étaient beaucoup plus basses. Et c'est par là qu'arrivèrent les Premières Nations.
Mais il y a également tous les pionniers qui sont venus jusque-là depuis le sud. Et puis bien sûr les touristes et Kappa visite le monde. Rien de mieux qu'une petite carte explicative. Ce sera nettement plus démonstratif. Nous sommes partis donc depuis là à peu près, qui est le Canada. Nous sommes arrêtés à Beaver Creek pour faire le plein de café. Et puis la douane canadienne est ici et c'est 29 km plus loin que se trouve la douane US. Nous nous sommes arrêtés au Tetlin Refuge Visitor Center où le monsieur nous a dit d'aller faire une petite promenade au Seattle Area Access. C'est là où on a vu les deux cygnes. Et puis maintenant nous nous trouvons au Hidden Lake Trail où il est mentionné qu'il y a un trail de 1 mile. Mais alors est-ce 1 mile aller-retour ou est-ce 1 mile aller et 1 mile retour? Ça change tout, hein? Ça fait 2 ou 3 km. Et nous sommes censés aller nous poser là au Dinman Lake Campground, car dans ce Tetlin National Wildlife Refuge, il y a 2 campings gratuits. Le premier étant là, le second étant ici. Et ensuite de ça, nous sommes censés aller, enfin non, on n'a pas le choix, que d'aller à Tok, qui se trouve là en haut, à environ quoi. Quelques kilomètres. Je sais pas, je pense que ça doit être une centaine de kilomètres. Ça doit être 1,5 km aller et 1,5 km retour. Ce trail est magnifique car la plus grande partie de celui-ci se fait sur ce boardwalk, soit ces planches aménagées. Sinon, tu as les pieds mouillés. Alors nous sommes bien au Hidden Lake, le lac caché. Et ce qui est bien ici, c'est qu'ils mettent à disposition des gilets de sauvetage ainsi que des barques pour aller faire un tour sur le lac. Et tout ça gratuitement. C'est au bord de la rivière Kutina que se termine cette vidéo. Avec le passage de deux frontières. D'ailleurs, au passage des frontières, nous y reviendrons dans la vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas le petit commentaire, le pouce, Instagram, Facebook et partagez. C'est le seul moyen de faire découvrir cette chaîne à vos amis, connaissances et amoureux des voyages. Oui, pour autant qu'ils aiment ce qu'on espère être des belles images de voyage. Allez, faire attention, pas trop bouger le téléphone parce qu'autrement il va passer à l'eau. Au revoir, allez, à la semaine prochaine.